Alors, qu'est-ce que le travail Transition 2050 mené par l'ADEME? Le projet Transition 2050, c'est un travail de prospective qui a été mené au cours des 2 dernières années, qui a mobilisé à peu près 100-130 collègues en interne pour travailler sur tous les secteurs qui concernent l'agence et la transition écologique, pour imaginer 4 scénarios, 4 trajectoires pour atteindre la neutralité carbone en France en 2050, 4 trajectoires contrastées qui vont aller s'intéresser à l'alimentation, à l'agriculture, au transport, à l'industrie, à tous les secteurs, et qui va bien vérifier la cohérence entre la disponibilité des ressources et puis les usages qu'on va en faire dans chacun des scénarios. C'est un système qui est inspiré du modèle du GIEC, où il y a 4 scénarios aussi qui sont déclinés, avec un gradient, on va dire, de sobriété en fonction des scénarios, du 1 vers le 4, un gradient aussi qui évolue sur la gouvernance au sein de ces scénarios. On a des scénarios qui ont une gouvernance beaucoup plus locale, le scénario 2 en particulier, et le 1 aussi, et puis plus national dans les scénarios 3 et 4. Et puis aussi un gradient en termes d'impact, et comment on gère ces impacts environnementaux, avec des impacts plus importants dans le scénario 3 et 4. On va chercher plutôt à les réparer, à les compenser, et puis on va chercher à réduire ces impacts dans les scénarios 1 et 2. Alors ils ont chacun un nom. Le scénario 1 s'appelle Génération frugale, le scénario 2 Coopération territoriale, le scénario 3 Technologie verte, et le scénario 4 Paris réparateur. Alors la place de l'agriculture et de l'alimentation dans ces scénarios, on l'a construite dans un système qui représente plutôt la place globale de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un premier temps par une définition des régimes alimentaires qui va être le driver principal de l'évolution des systèmes de production et puis de comment on aménage le territoire autour. Donc on a défini des régimes alimentaires, ça reviendra après. Sur la base de ces régimes alimentaires, on a défini des systèmes productifs et donc un assolement et une surface agricole utile qui va ensuite laisser de la place sur le territoire pour d'autres usages, le développement de la forêt, le développement des espaces naturels, des espaces urbains, des infrastructures, etc. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un usage des terres qui est global pour nos scénarios, et ça nous permet aussi d'avoir une disponibilité des biomasses alimentaires et non alimentaires pour répondre aux différents usages, donc l'alimentation pour ce qui nous concerne directement, mais aussi les autres usages, se chauffer, rénover les bâtiments avec des usages du bois, des choses comme ça. Alors sur le côté alimentation durable, donc on s'est concentré sur une réduction des impacts environnementaux de l'alimentation, mais tout en prenant en compte les autres enjeux, et notamment socio-économiques, mais aussi de nutrition, et de maintenir une capacité à produire suffisamment pour se nourrir. Donc on a travaillé sur les principaux leviers qui permettent de réduire les impacts environnementaux de l'alimentation, dont les impacts carbone, mais également la préservation de la biodiversité. Et donc le premier levier consiste à faire évoluer les régimes alimentaires pour aller vers des régimes plus durables, et donc notamment travailler sur les apports énergétiques, la quantité de viande consommée, donc réduire les quantités de viande, mais également réduire la part de certains produits d'origine exotique qui ont une empreinte sol notamment assez importante dans d'autres pays que la France. Le deuxième levier, il consiste à faire évoluer les modes de production agricoles. Et donc là, on y reviendra également par la suite, donc dans le lien offre et demande, donc par la demande, faire évoluer les modes de production. Et le troisième levier consiste à réduire drastiquement les pertes et gaspillages alimentaires. Donc on a activé ces 3 leviers de manière différente dans l'ensemble des scénarios. Dans le premier et deuxième scénario, on a on joue vraiment sur l'axe sobriété. Donc on a une réduction de la consommation de viande entre une division par 2 ou par 3 sur ces 2 scénarios-là. On a des modes de production agricole, une demande en produits d'origine, à base intrant, qui pareil est de l'ordre entre 50 et 70%, donc des modes de production qui deviennent dominants parce que la demande vers ces produits-là est l'essentiel de la demande, et une réduction par 2 des pertes et gaspillages alimentaires. On est sur des scénarios où on redonne de la valeur à l'alimentation, on va consommer de manière beaucoup plus sobre et consciente les produits alimentaires, et où on a également un rôle de la restauration collective assez important, avec un rôle social de l'alimentation assez fort, dans un monde un petit peu plus coopératif qu'aujourd'hui. Sur les scénarios 3 et 4, on a
une réduction de la consommation de viande qui est plus faible, de l'ordre de 30% sur le scénario 3 et 10% sur le scénario 4. On a une déconnexion entre la demande alimentaire et les modes de production, donc avec une demande plus duale, avec d'un côté une demande vers des produits de type bio, bas intrants, relativement modérés, et éventuellement produits là où c'est économiquement le plus intéressant. Donc éventuellement des imports-exports si on a une déconnexion entre la production et la demande sur le territoire. Réduction également par 2 des pertes et gaspillages, mais par le biais en fait de technologies beaucoup plus poussées qui vont globalement permettre, par le biais de l'accompagnement par le numérique, faire évoluer en fait à la fois les modes de consommation et les modes de production. Donc sur les modes de production, comment est-ce que tout ça se traduit? On a défini 3 systèmes productifs différents. Un système qu'on va appeler base intrant de synthèse, qui en fait regroupe les productions bio telles qu'elles sont définies aujourd'hui au cahier des charges européen, et puis des systèmes alternatifs qui s'en approchent, mais qui s'autorisent parfois certaines entorses pour pouvoir en particulier boucler les cycles si on les développait à très grande échelle sur le territoire. Ensuite, on a des productions qui sont dites intégrées, et en dernier recours, des productions qui sont du conventionnel raisonné, c'est-à-dire des systèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui intensifs, mais qui vont être optimisés techniquement pour réduire leurs impacts à horizon 2050. Et donc ces 3 systèmes productifs, on va leur donner un poids dans chacun des scénarios, sachant que dans le scénario 1, on va avoir 70% de systèmes base intrant de synthèse et 30% de systèmes intégrés. On n'a plus de systèmes conventionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Dans le scénario 2, on est à 50% de systèmes base intrant de synthèse, 50% de systèmes intégrés de mémoire, quelque chose comme ça. Et dans les scénarios 3 et 4, on va avoir une déclinaison à 30% et 10% des systèmes base intrant de synthèse, et puis les systèmes conventionnels raisonnés qui eux, ont une place beaucoup plus importante, telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui dans son développement. Et donc ces systèmes productifs, derrière, ils sont traduits en type de conduite d'élevage, en différents systèmes aussi de production sur le territoire. Et donc tout ça, ça va nous permettre de définir des impacts environnementaux associés à ces productions-là. Ce qu'on a fait dans tous les scénarios, par contre, c'est qu'on a poussé dans tous les cas les leviers de l'agroécologie, que ce soit autant dans le scénario 1 que dans le scénario 4, hein, ça se décrit différemment, mais ils y sont dans tous les cas. Avoir des couverts végétaux, développer le linéaire de haies, l'agroforesterie, des choses comme ça va dans tous les cas exister. Et là où on a une différence, on ne pousse pas les leviers des systèmes bio à 100%, même dans le scénario 1, c'est parce que dans tous les cas, on doit aussi répondre aussi à une demande non alimentaire, puisque nos scénarios sont globaux, et on va par exemple produire des biocarburants qui, aujourd'hui, dans le choix qu'on a fait, dans les hypothèses, ça ne nous paraissait pas forcément cohérent de produire des biocarburants bio, si on veut avoir une offre qui soit économiquement rentable et réaliste avec le marché actuel. Peut-être pour boucler sur les résultats, du coup, les 4 scénarios atteignent, tout secteur confondu, la neutralité carbone, mais on va utiliser des moyens différents de l'atteindre, et dans les scénarios 1 et 2, globalement, par le biais de l'évolution des systèmes alimentaires et des systèmes de production agricole, on atteint les objectifs français et européens en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, ce qui n'est pas le cas sur les scénarios 3 et 4, sur lesquels on va être obligé d'utiliser d'autres techniques de compensation carbone pour atteindre finalement cette neutralité. Et également, on a un rôle de la bioéconomie qui est prépondérant, notamment dans le cadre du stockage de carbone, sur les scénarios 1 et 2, qu'on ne retrouve pas sur les scénarios 3 et 4. Ce qu'on retient de façon générale sur la bioéconomie, c'est un des résultats phares de Transition 2050, c'est que dans tous les cas, si on veut pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut préserver le vivant, parce que le vivant, c'est la base autant pour fournir l'alimentation, mais aussi toutes les autres biomasses qui vont pouvoir venir en substitution aujourd'hui de productions qui sont basées sur le fossile, mais c'est aussi notre garantie stockage de carbone, c'est un puits de carbone naturel qui est existant, qu'il faut préserver et amplifier. Puis ça peut nous permettre aussi justement de réduire nos émissions de gaz en captant le CO2 de l'atmosphère.